J'ai découvert qu'elle préparait notre divorce avant même que nous soyons mariés. Et ce n'était que le début. Le marteau du juge résonne dans mes oreilles comme un glas. Ma femme, mon ex-femme maintenant, se tient droite à la barre, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, encadrant ce visage qui m'avait tant séduit. Aujourd'hui, ses yeux bleus me transpercent avec une froideur que je n'avais jamais remarquée auparavant. « Votre honneur », dit-elle d'une voix posée, presque théâtrale. Mon mari a hérité d'une fortune considérable pendant notre mariage. Selon la loi française, la moitié de ce patrimoine me revient de droit. Son avocat, un homme aux tempes grises en costume 3 pièces, hoche la tête avec assurance. Il tapote ses documents, souriant légèrement. Il croit avoir gagné avant même d'avoir commencé. Je sens mes mains trembler. Pas de peur, de rage contenue. Cette femme qui partageait mon lit il y a encore 6 mois, qui murmurait des mots doux à mon oreille, qui pleurait quand je lui racontais mes souvenirs de grand-mère. Cette même femme réclame maintenant la moitié de l'héritage de 4 générations de ma famille. « Monsieur Dubois », me lance le juge, « avez-vous quelque chose à ajouter ?» Je me lève lentement. Mon avocat me glisse un dossier dans la main. Un dossier que Claire n'a jamais vu venir. « Oui, votre honneur. J'ai effectivement quelque chose à ajouter. » Le silence se fait dans la salle. Claire fronce légèrement les sourcils. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade, je vois une faille dans son masque de confiance. Nous avons signé un contrat de mariage. Les mots tombent comme des pierres dans un puits. L'avocat de Claire lève brusquement la tête. Elle-même pâlit visiblement. « C'est impossible », murmure-t-elle, mais sa voix manque de conviction. Je sors le document. 2 signatures au bas de la page. La mienne et la sienne. Nette, appliquée, indéniable. C'est à ce moment-là que je commence à comprendre comment tout avait commencé. Comment j'avais failli perdre l'héritage de ma grand-mère. Comment j'avais failli me perdre moi-même. Mais pour ça, il faut que je revienne au début, au jour où tout a basculé, 6 mois plus tôt. Je sors de chez le notaire, les documents d'héritage encore chauds dans ma serviette. Grand-mère Marguerite m'a légué sa propriété en Provence, ses comptes en banque, ses bijoux, ses œuvres d'art. Un héritage de 2,3 millions d'euros. 4 générations de labeur et d'économie. Claire m'attend dans la voiture, tapotant nerveusement son téléphone. « Alors ?» demande-t-elle sans lever les yeux. « C'est fait, tout est à moi. » Elle relève la tête, et pendant une fraction de seconde, je vois quelque chose briller dans ses yeux. Quelque chose qui n'est pas de la joie pour moi, mais pour elle. « Tu dois être soulagée, chérie, » dit-elle en posant sa main sur la mienne. Mais sa main est froide, et son sourire n'atteint pas ses yeux. Les jours suivants, quelque chose change. Claire, qui travaillait comme assistante marketing dans une petite agence, démissionne soudain. « Je veux me consacrer à nous », dit-elle en me servant le dîner. « Maintenant qu'on n'a plus de soucis d'argent. » On n'a plus de soucis d'argent. Pas « tu n'as plus » On. Je ne dis rien. Pas encore. Elle commence à s'acheter des robes, des chaussures, un nouveau sac à main chaque semaine. Quand je regarde les relevés bancaires, les montants me donnent le vertige. Claire, il faut qu'on parle de nos dépenses. Nos dépenses, elle rit, un rire cristallin qui sonne faux. Marc, on est mariés. Ce qui est à toi est à moi, non? Mais l'héritage de grand-mère? Ta grand-mère aurait voulu que tu sois heureux. Et moi, je te rends heureux, non? Elle s'approche, pose ses lèvres sur mon cou. Son parfum m'enveloppe. Ce même parfum qui m'avait fait tourner la tête lors de notre première rencontre. Je me souviens de cette soirée. 2 semaines après l'enterrement de grand-mère. J'étais perdu, vulnérable. Claire était apparue comme un ange, belle, attentionnée, s'intéressant à mes projets, à mes rêves, à mes blessures. « Tu portes encore ton chagrin comme un fardeau », m'avait-elle dit ce soir-là, sa main caressant ma joue. « Laisse-moi t'aider à le porter. » Maintenant, je me demande si elle savait déjà, si quelqu'un lui avait parlé de l'héritage avant même qu'on se rencontre. Je secoue la tête. Je deviens paranoïaque. Mais le doute s'installe, s'enracine, comme une graine noire qui grandit dans l'ombre. 2 semaines plus tard, je trouve le premier indice par hasard. Claire prend une douche. Son téléphone sonne sur la table basse. L'écran s'allume. Valérie, bureau d'avocat, Moreau associé. Je fige.
Pourquoi Claire parle-t-elle avec un avocat? Le téléphone s'arrête de sonner, puis recommence immédiatement. Même numéro. Ma main tremble quand je décroche. Allô? Claire? C'est Valérie. J'ai du nouveau concernant le régime matrimonial. Les biens acquis pendant le mariage sont... Je raccroche. Le régime matrimonial. Elle s'enquiert du régime matrimonial. L'eau coule encore dans la salle de bain. Claire chante une mélodie que je ne reconnais pas. Une mélodie joyeuse, insouciante. Je reprends le téléphone, vais dans l'historique des appels. Valérie Moreau. 8 appels cette semaine. 15 la semaine précédente. Mon sang se glace. Quand Claire sort de la douche, je suis assis sur le canapé, son téléphone à la main. « Tu as eu un appel ?» dis-je d'une voix que j'espère neutre. « Ah ?» Elle s'approche, une serviette nouée autour d'elle. « De qui ?» ?»« Valérie, du bureau d'avocat Moreau Associés. » Le silence qui suit dure une éternité. Claire s'immobilise, sa main tendue vers le téléphone. « C'est pour ma sœur. Elle a des problèmes avec son ex-mari. » Mensonge. Claire n'a pas de sœur. Claire. « Marc, tu fouilles dans mon téléphone maintenant ?» Sa voix monte, devient agressive. « Tu me fais plus confiance ?» L'attaque est la meilleure défense. Elle renverse la situation, me fait passer pour le coupable. Mais cette fois, ça ne marche pas. Depuis quand tu consultes un avocat spécialisé en droit matrimonial? Elle me regarde. Dans ses yeux, je vois le moment exact où elle comprend qu'elle est grillée. Marc, écoute. Depuis quand, Claire? Depuis qu'on s'est mariés. Je voulais juste comprendre nos droits. C'est normal, non? Nos droits. Encore ce « nous » qui m'écorche. Cette nuit-là, elle dort profondément. Moi, je reste éveillé, fixant le plafond. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans ma tête. Notre rencontre, si opportune après la mort de grand-mère. Sa rapidité à accepter le mariage. Son insistance pour qu'on organise la cérémonie rapidement, tant qu'on s'aime. Sa démission immédiate après l'héritage. Sa consultation d'un avocat spécialisé en divorce. Au petit matin, je prends une décision. Je ne serai plus jamais une victime. Le lendemain, je vais voir Maître Roussel, l'avocat de ma famille. Un homme âgé aux cheveux blancs qui connaissait déjà mon père. « Marc, mon garçon, que puis-je faire pour vous ?» Je crois que ma femme prépare notre divorce. Il pose ses lunettes, me regarde avec gravité. « Racontez-moi tout. » Je lui explique. Les coups de téléphone, les dépenses, le changement de comportement après l'héritage. Avez-vous signé un contrat de mariage? Non, enfin, je ne crois pas. Il fronce les sourcils. Comment ça, vous ne croyez pas? On a signé beaucoup de papiers pour le mariage. Je n'ai pas tout regardé en détail. Maître Roussel soupire profondément. Marc, sans contrat de mariage, vous êtes sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Tout ce que vous avez hérité pendant votre mariage sera partagé en cas de divorce. Exactement. La moitié reviendra à votre épouse. Le monde s'écroule autour de moi. 1,15 million d'euros. La moitié de l'héritage de grand-mère, fruit de 4 générations de sacrifices, va finir dans les mains d'une femme qui ne m'aime pas. Il doit bien y avoir quelque chose à faire? Pas grand-chose, j'en ai peur. Sauf si vous pouvez prouver qu'elle vous a épousé uniquement pour l'argent, mais c'est quasiment impossible. Je rentre chez moi dans un état second. Claire m'accueille avec un sourire radieux, vêtue d'une nouvelle robe qui a dû coûter 1 000 €. « Chérie, j'ai pensé qu'on pourrait refaire la cuisine. J'ai trouvé un designer formidable. »« Claire, il faut qu'on parle. »« Plus tard, mon cœur. Je dois sortir. J'ai rendez-vous avec une amie. » Elle m'embrasse sur la joue et part, me laissant seul avec mes pensées noires. Je m'effondre dans le canapé. Autour de moi, les photos de notre mariage me narguent. Claire en robe blanche, rayonnante. Moi, l'air béat de bonheur. L'idiote. L'imbécile que j'ai été. Je prends une des photos, la regarde de près. Dans les yeux de Claire, maintenant que je sais, je vois ce que j'aurais dû voir depuis le début. Cette lueur calculatrice, cette satisfaction qui n'a rien à voir avec l'amour. Je lance la photo contre le mur. Le cadre explose, le verre se brise. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment grand-mère a-t-elle pu mourir pour rien?
Je m'agenouille, ramasse les morceaux de verre. Un éclat me coupe le doigt. Le sang perle, tombe sur la photo de mariage, sur le visage souriant de ma femme. 3 jours plus tard, je fais le ménage dans le bureau de grand-mère, dans sa maison de Provence. J'ai besoin de me retrouver, de me connecter à elle, à ma famille, à mes racines. Dans son secrétaire, je trouve ses vieux papiers. Acte de naissance, certificat, correspondance. Et au fond d'un tiroir, une enveloppe avec mon nom dessus. Pour Marc, à ouvrir si jamais il en a besoin. Mes mains tremblent quand je décachette l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre de la main de grand-mère et un document officiel. Mon cher Marc, si tu lis cette lettre, c'est que tu traverses une période difficile. Je ne serai plus là pour te conseiller, alors j'ai pris mes précautions. Je t'ai observé grandir, devenir un homme bon mais peut-être trop confiant. Le monde est plein de personnes qui voient en nous non pas des êtres humains, mais des opportunités. Le document ci-joint est une donation-partage que j'ai établie 2 ans avant ma mort. Officiellement, tu hérites à ma mort. Officieusement, tu es propriétaire de mes biens depuis déjà 2 ans. Avant ton mariage, j'espère ne pas avoir eu raison de me méfier. Mais si j'ai eu raison, ce papier te protégera. Avec tout mon amour, ta grand-mère qui veille sur toi. Je relis la lettre 3 fois avant de comprendre. Le document officiel est daté d'il y a 2 ans et demi, avant que je rencontre Claire. Avant notre mariage, selon ce papier, l'héritage était déjà à moi avant notre union. Il ne fait pas partie de la communauté conjugale. Grand-mère. Ma grand-mère avait tout prévu. Je ris. Je ris tellement que les larmes me montent aux yeux. Pas de tristesse cette fois. De soulagement. De reconnaissance. D'amour pour cette vieille dame qui me protège encore depuis l'au-delà. Je photographie le document, le scanne, en fais des copies. Puis j'appelle Maître Roussel. J'ai du nouveau. Il faut qu'on se voie. De retour chez moi, Claire m'attend, assise à la table de la cuisine. Son téléphone est posé devant elle. Elle a pleuré. « Marc, il faut qu'on parle. »« Je t'écoute. »« Je n'ai pas été honnête avec toi. Tiens donc. Je consulte un avocat, c'est vrai. Mais c'est parce que j'ai peur que tu me quittes. Mensonge numéro 1000. Mais je la laisse continuer. Depuis l'héritage, tu as changé. Tu es distant, méfiant. J'ai pensé que tu allais me demander le divorce pour épouser quelqu'un de ton milieu. Elle sanglote maintenant. Des larmes de crocodile. J'ai juste voulu protéger mes droits, au cas où. Et démissionner? Et les dépenses? Je pensais que ça te ferait plaisir. Je pensais que tu voulais une femme qui s'occupe de toi, qui soit belle pour toi. Chaque mot est un mensonge, mais elle les dit avec tant de conviction que j'en aurais presque pitié. Presque. Claire? Oui? Tu peux arrêter ton cirque. Je sais. Son visage change instantanément. Les larmes s'arrêtent net. Ses yeux se durcissent. Tu sais quoi? Tout. La vraie raison de notre rencontre. Tes recherches sur ma famille. Ton plan depuis le début. Elle me regarde longuement. Puis un sourire apparaît sur ses lèvres. Un sourire que je ne lui avais jamais vu. Froid, calculateur, presque cruel. Prouve-le. Les semaines suivantes sont un ballet étrange. Claire et moi vivons sous le même toit, partageant le même lit, mais nous savons tous les deux que c'est fini. Elle continue son jeu, fait semblant d'être la femme aimante et incomprise. Moi, je prépare ma défense avec Maître Roussel. « Le document de votre grand-mère est parfait, me dit-il. Mais il faut plus. Il faut prouver les motivations de votre épouse. Comment? Nous allons enquêter sur elle. Son passé, ses relations, ses vraies intentions. Il engage un détective privé, un homme discret qui s'appelle Bernard Martin. Votre femme a un passé intéressant, me dit-il une semaine plus tard. 3 relations longues ces 10 dernières années, toujours avec des hommes fortunés. À chaque fois, rupture après avoir tenté de récupérer un maximum d'argent. Il me tend un dossier, photos, témoignages, documents financiers. Thomas Dubois, chef d'entreprise, relation de 2 ans. Rupture après qu'elle ait tenté de faire modifier son testament en sa faveur. Dubois? Aucun rapport avec vous, c'est une coïncidence. Pierre Moreau, médecin. Relation d'1 an. Rupture après qu'elle ait contracté des dettes en son nom. Et le 3e?
Ce Jean-Luc Rousseau, notaire. C'est là que ça devient intéressant. Bernard me montre une photo. Un homme âgé, distingué. Maître Rousseau était le notaire de votre grand-mère. Claire a vécu avec lui pendant 6 mois, juste avant votre rencontre. Le puzzle se complète. Claire connaissait l'existence de l'héritage avant même qu'on se rencontre. Elle savait qui j'étais, ce que je représentais financièrement. Il y a plus, continue Bernard. J'ai trouvé des emails entre elle et son avocate actuelle. Ils datent d'avant votre mariage. Il me tend une liasse de documents. Elle planifiait le divorce avant même le mariage. Elle a étudié votre situation, calculé ses chances de récupérer la moitié de l'héritage. Je lis les emails. Ils sont glaçants de cynisme. Marc Dubois, 34 ans, célibataire, héritera de 2,3 millions dans l'année. Vulnérable après la mort de sa grand-mère. Plan, séduction rapide, mariage express, attendre l'héritage, puis divorce avec communauté de biens. C'est écrit noir sur blanc. Je n'étais pas un mari pour elle. J'étais un contrat, un investissement, un moyen de s'enrichir. Monsieur Dubois, me dit Bernard avec douceur, je suis désolé. Je ne suis pas en colère. Je suis soulagé. Enfin, je sais à qui j'ai affaire. Le soir, à dîner, Claire me sert mon plat préféré. Elle porte la robe que j'aime. Elle sourit, me caresse la main, me raconte sa journée. Elle joue son rôle jusqu'au bout. Moi aussi, je joue le mien. Le mari qui ne se doute de rien. Mais à l'intérieur, je sais que dans quelques jours, tout va changer. Claire, dis-je en la regardant dans les yeux. Je t'aime. Elle sourit, m'embrasse tendrement. Moi aussi, mon cœur. Pour la vie. Pour la vie, si elle savait. Demain, je dépose la demande de divorce. Nous sommes de retour dans la salle d'audience. Claire vient de finir sa plaidoirie. Elle réclame la moitié de l'héritage, pension alimentaire, dommages et intérêts pour préjudice moral. Son avocat s'assoit, confiant. Dans le public, quelques curieux assistent à la séance. J'aperçois Thomas Dubois, l'ex de Claire, venu témoigner. Maître Roussel, dit le juge, la parole est à la défense. Mon avocat se lève, rajuste ses lunettes. Votre honneur, mon client conteste formellement ses demandes. Nous allons démontrer que Madame Dubois a épousé mon client uniquement dans un but d'enrichissement personnel. Il sort le premier document. La donation-partage de grand-mère. Contrairement à ce que prétend Madame, l'héritage en question était déjà la propriété de Monsieur Dubois avant leur mariage. Voici la preuve. L'avocat de Claire bondit. Objection, ce document n'a jamais été mentionné. Il n'y avait aucune obligation de le mentionner, répond calmement Maître Roussel. Mais puisque Madame revendique des droits sur cet héritage, il devient pertinent de prouver qu'elle n'en a aucun. Le juge examine le document. Claire me regarde, et pour la première fois depuis le début de notre mariage, je vois de la peur dans ses yeux. Document authentique, déclare le juge. L'héritage était effectivement propriété de Monsieur Dubois avant le mariage. Continuez, Maître Roussel. Merci, Votre Honneur. Nous allons maintenant démontrer les véritables motivations de Madame. Bernard le détective entre dans la salle, porte un carton de documents. Monsieur Martins va témoigner des recherches qu'il a menées sur le passé de Madame Dubois. Bernard s'approche de la barre. Il raconte tout. Les 3 ex-compagnons, toujours fortunés. Les tentatives systématiques d'extorsion d'argent. La relation avec Jean-Luc Rousseau, le notaire qui connaissait mes affaires. Claire devient de plus en plus pâle. Son avocat proteste, mais les preuves s'accumulent. Et voici, dit Maître Roussel en brandissant les emails, la preuve que Madame planifiait ce divorce avant même le mariage. Il lit les messages à haute voix. Dans le silence de la salle d'audience, chaque mot résonne comme un coup de marteau. Marc Dubois, vulnérable, 2,3 millions. Plan, séduction, mariage, divorce. Claire se lève brutalement. C'est sorti de contexte, ces emails. Madame, veuillez vous rasseoir, dit le juge sèchement. Maître Roussel, avez-vous d'autres éléments ? Thomas Dubois témoigne. Il raconte sa relation avec Claire, comment elle avait tenté de le manipuler, comment elle était partie avec 50 000 € empruntés et jamais rendus. Le procureur de la République intervient pour dire qu'une enquête pour escroquerie va être ouverte. Claire s'effondre, littéralement.
Elle tombe de sa chaise, se met à pleurer, supplie. « Marc, Marc, pardon, je t'ai aimé, je te jure. Au début, c'était calculé, mais après, je suis tombée amoureuse. » Marc, je la regarde. Cette femme qui a partagé ma vie, qui a dormi dans mes bras, qui connaît mes faiblesses et mes rêves. Cette femme qui ne m'a jamais vu autrement que comme un portefeuille. « Non, dis-je simplement. » Le juge rend son verdict. Divorce prononcé au tort de Claire. Aucune prestation compensatoire. Aucun dommage-intérêt. Elle devra même rembourser les dettes contractées pendant notre mariage. Elle sort de la salle d'audience escortée par les gendarmes. Une enquête pour escroquerie en bande organisée vient d'être ouverte. Je reste seul avec Maître Roussel dans la salle qui se vide. C'est fini, Marc. Oui, c'est fini. Mais ce n'est pas seulement la fin de mon mariage. C'est la fin de ma naïveté. 6 mois plus tard, je me tiens devant le tribunal de grande instance. Pas comme prévenu cette fois, mais comme président d'une nouvelle association, Défense des hommes victimes de violences conjugales économiques. Avec l'argent de grand-mère, mon argent, j'ai créé un fonds qui aide les hommes victimes de manipulations financières dans leur couple. Nous offrons conseils juridiques gratuits, soutien psychologique et parfois hébergement d'urgence. L'association compte déjà 200 membres. Des hommes de tous âges qui ont vécu la même chose que moi. Des hommes qui ont compris qu'être victime n'est pas une honte, mais que rester victime en est une. Claire a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis pour escroquerie. Elle doit rembourser ses victimes. Nous sommes 4 au total. Elle a quitté la région. Je ne sais pas où elle est et je m'en moque. Parfois, je repense à notre première rencontre, à son sourire, à sa douceur apparente, à la façon dont elle semblait comprendre ma douleur. Je ne regrette pas d'avoir fait confiance. Je regrette d'avoir été aveugle. Aujourd'hui, j'ai rencontré Sylvie, une femme indépendante qui travaille, qui a ses propres projets, ses propres rêves, une femme qui ne m'a jamais demandé combien je gagnais. Nous prenons notre temps. Nous apprenons à nous connaître. Sans urgence, sans calcul. Grand-mère aurait aimé Sylvie. Et moi, j'ai appris la différence entre aimer et être aimé pour ce qu'on est, et être aimé pour ce qu'on possède. Cette leçon valait tous les millions du monde. 5 ans plus tard, l'association que j'ai créée a aidé plus de 1000 hommes. Claire travaille maintenant dans un call center à Lyon. Elle vit seule. Moi, j'ai épousé Sylvie, sans contrat de mariage cette fois, mais avec les yeux grands ouverts. L'amour vrai n'a pas besoin de protection juridique. Il se protège tout seul.